On va voir si ça marche. Ouais, ça a l'air de marcher, impeccable. Super, très bien. Et donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Bah, des facteurs mentaux. Oui, J'ai comparé une voiture. oui, Donc, en fait, on avait comparé, voilà, c'était moi, mon idée, en fait, c'était un peu les indicateurs dans une voiture qui sont les facteurs mentaux et la condition, en fait, c'est le fait de rouler, quoi, enfin, le chemin, quoi, et puis les choses qu'ils affichent. Donc, voilà. Donc, on a parlé de ça. Et donc, après, on a regardé, on était à 192 la page. ouais, Et après, donc, on a parlé donc ce qui a appréhendé et réalisé en fait. oui, tout à fait. On a parlé de ça. On avait, je crois, terminé le débat par rapport à mental et cognition mentale. Oui. Ouais, même si c'est pas mentionné comme ça dans le bouquin. Sur le WhatsApp, j'ai pas réussi à trouver un gif de Perceval qui dit c'est pour ça que je prends rien au livre, ça veut jamais rien dire ce qu'il y a marqué. J'avais cherché ce que c'était et puis je savais pas de son, alors ça s'arrête, il disait rien du coup. Il dit juste c'est pas faux. Ouais. Ah, c'est pas faux, oui, ok, d'accord. Exactement. Mais en fait, c'est parce que, en effet, comme là, il y a certaines, c'est ce qu'avait dit Venerable Geshe Gansen à Nalanda, c'est que certaines explications, quand elles sont données comme ça, elles jouent, en fait, ça fonctionne, mais elles pourraient ne pas soutenir le débat. Ouais. Mais comme ici, en effet, on parle d'un thème qui est éminemment débattable, ouais, Hmm. quand on étudie l'orique, c'est comme les compendiums de débat, les écoles philosophiques, tout ça, ça a pour vocation d'être débattu. Pour éviter certaines conséquences un petit peu absurdes, c'est là où on corrige certains trucs. Et aussi, quand on avait parlé de cette correction avec la Vénérable d'Étienne, aux éditions Mahayana, c'était de aussi retraduire le texte racine à partir du tibétain. Et donc, comme en tibétain, il dit yi et yishe, mental et cognition mentale. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on gardera ça plutôt que ce qui est marqué dans le livre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des changements par rapport au texte initial, ouais. Et en effet, donc, on avait débattu, on avait trouvé quatre possibilités entre mental et cognition mentale. C'est là où on avait parlé des facteurs mentaux, parce qu'un facteur mental est une cognition, mais n'est pas nécessairement une cognition mentale. Ouais, par exemple, un facteur mental dans une conscience sensorielle, c'est une cognition, mais pas une cognition mentale, c'est une cognition sensorielle. Ouais, très Hmm. bien. Et ensuite, on avait parlé de réalisation explicite et réalisation implicite. Ouais, c'était de ça que parlait la page 192 normalement. Ouais, quand il disait, ok, de la même façon, il existe quatre possibilités entre une cognition conceptuelle qui appréhende un pot et une cognition conceptuelle qui réalise un pot. Ouais, donc sous la vidéo la dernière fois, j'ai donné la définition donnée par Kunkien Jamyong Shepa, ouais, à Jepung Gomang, de une réalisation explicite. Ouais, il dit lo de la yul de nampar shawe gone torpade. Ouais, il dit Ngotog Etsenyi, ouais. Il dit la définition d'une réalisation explicite, c'est quand la cognition, l'aspect de ce phénomène apparaît. Hmm. L'aspect de ce phénomène apparaît à la cognition qui le réalise. Ouais, donc elle le réalise au moyen de l'aspect de ce phénomène qui lui apparaît. Ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est ça une Donc, réalisation explicite. Et donc on peut en déduire la définition de la réalisation implicite. Oui, Sabine. Oui, donc ça veut dire que c'est une cognition sensorielle, alors que l'autre, il faut passer par la conscience conceptuelle. Non? hmm. C'est ça? Alors, pas nécessairement. On pourrait dire que euh, quand, euh, quand par exemple, la perception directe yogique qui réalise le non-soi, ouais, dans le texte, il parle de ça. Il dit de la réalisation yogique qui réalise le non-soi. Le non-soi est quand même réalisé par cette perception directe yogique, mais pas explicitement. Il est réalisé implicitement. Ouais, pourtant, c'est une perception directe. Alors après, les sensoriels, on pourrait dire les sensoriels, c'est similaire. Si on se demande si on a des mails dans la boîte à mails et qu'on Hmm. voit qu'il n'y a aucun titre écrit en gras, on se dit, tiens, j'ai pas de nouveau mail, j'ai pas reçu de mail aujourd'hui, ce qui est rare. Mais si on cherche s'il y a du courrier dans la boîte aux lettres,
Est-ce que la conscience visuelle est capable de remarquer l'absence de courrier dans la boîte aux lettres? Ben, si tu le vois, non. S'il n'y a pas d'absence, si tu le vois qu'il y a des choses dedans. Et Oui, et s'il n'y avait pas de courrier, s'il y avait une absence de courrier dans la boîte aux lettres, est-ce que cette conscience visuelle pourrait réaliser cette absence? non, c'est la conscience conceptuelle qui dirait, étant donné que je ne vois pas quelque chose, j'en déduis que, Oui, ok. non? Par exemple, imaginons que euh, on soit, par exemple, je sais pas, en vacances dans un village de vacances, et tiens, on a envie d'aller au village. Et donc pour chercher une boulangerie. Et donc on marche sur la route, et quand on revient, on nous demande, tiens, est-ce qu'il y avait un banc sur cette route, au bord de Hmm. cette route? Est-ce qu'on est capable de le dire après coup ou pas? S'il y Non. avait un banc ou pas? On n'est pas capable de le dire. Ben, si c'est inattentif, tu l'as pas vu. Oui, si c'est inattentif, mais imaginons que on ait été attentif Ah, et que, bon, avant de repartir. ouais, par exemple aussi, tu, euh, tu vas dans l'allée, par exemple, tu vas dans l'allée pour, je sais pas moi, pour sortir les poubelles, et on te demande, tiens, est-ce qu'il y avait un chat dans le jardin? Est-ce qu'il y avait un chat dans le jardin? Et donc, est-ce que tu es capable de le dire ou pas? Ben oui. Qu'il y en avait un ou pas? Oui, oui. Parce que quand tu regardes le jardin, en fait, en réalité, le jardin est un non-chat. Et donc, si tu regardes explicitement le jardin et qu'après tu te demandes, tiens, y avait-il un chat? Pas après coup, tu es capable de dire, bah non, il n'y avait pas de chat. Pourquoi? Parce qu'au début, il devait y avoir certainement une cognition valide du jardin. Et cette cognition valide du jardin réalise explicitement le jardin et implicitement réalise que ce n'est pas un chat. Mais c'est après que c'est réalisé explicitement quand tu te demandes, tiens, y avait-il un chat? Là, grâce à la conscience conceptuelle, tu peux le réaliser. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait parlé des cognitions valides, autocertifiantes et hétérocertifiantes, etc. Eh ben, on pourrait dire que le premier moment, quand on regarde le jardin, est une cognition valide hétérocertifiante. Pourquoi? Parce qu'après, si on se demande, tiens, y avait-il un chat? À ce moment-là, on a une cognition valide de l'absence du chat. Hmm. Parce que la première cognition valide réalisait un jardin est nécessairement pas un chat. Ouais, donc ça, c'était réalisé peut-être implicitement. Ouais. Hmm. C'est un petit peu comme ça qu'on peut formuler les choses parce que sinon, personne serait capable de se souvenir s'il y avait un banc au bord de la route, s'il y avait des arbres, s'il y avait un chat dans le jardin, etc. S'il n'y avait pas une cognition valide initiale, il y aurait l'impossibilité d'avoir un souvenir. Ouais. Et si je regarde ma voiture, il y a du givre et je dis aujourd'hui il fait froid, en plus il va falloir que je gratte. Du coup ça c'est aussi implicite parce que je sens pas le froid, je vois le froid. Est-ce que dans Oui. ce cas-là c'est implicite ou pas? Parce que je vois quand même les effets du froid. Oui, dans ce cas-là, on pourrait dire que, Est-ce que c'est direct ou implicite? C'est ça oui. ouais, on pourrait dire que dès que tu vois du givre, spontanément, comme c'est associé au froid, comme il a fait froid dans la nuit, euh, moi j'aurais tendance à dire oui, que dès que tu vois du givre dehors, etc., automatiquement tu réalises qu'il fait froid, non? Mais la réalisation du froid n'est pas explicite, elle est implicite. Tu vois le Oui. givre, et c'est ensuite, tu peux Oui, peut-être que... Alors, certains diraient qu'il y a une inférence qui est faite. On infère, on dit, bah tiens, il fait froid parce Hum. qu'il y a du givre, donc il y a un raisonnement. Mais on pourrait dire qu'avec la force de l'habitude, il n'y a plus besoin de la déduction logique. Ouais, c'est presque automatique, non? Donc du coup ça devient explicite parce que c'est mon cerveau que j'ai entraîné à devenir pour que ça devienne explicite. Oui, en fait, ta conscience mentale va pouvoir réaliser explicitement ce que réalisait implicitement ta conscience visuelle, on pourrait dire. Parce que là, ce qui m'intéresse, c'est le givre, c'est pas la température. Donc, du coup, il va falloir que je gratte. Donc, du coup, toi, ce Oui, que je veux dire, donc, du coup, le fait de la température, c'est pour moi des secondaires parce que ce qui m'intéresse, c'est que je gratte. Donc, dans oui. ce cas-là, ça devient explicite. Oui, même si dans la question du froid, c'est difficile à dire qu'une conscience visuelle puisse réaliser le froid, parce que le froid est réalisé par une conscience tactile. Ouais, ouais, ouais. On pourrait dire que, en effet, on peut voir le givre, c'est sûr, mais après réaliser le froid, est-ce que la conscience visuelle réalise le froid? J'aurais tendance à dire non, même Oui, oui, implicitement. bien sûr. Même implicitement. Par contre, la conscience conceptuelle, oui. La conscience mentale va dire, bah, il fait froid parce qu'il y a du givre. Donc, est-ce que c'est une inférence? Est-ce que c'est par la force de la familiarisation? Je dirais que
Je dirais que si c'est au début de notre existence, peut-être que c'est une inférence, mais avec la force de la familiarisation, j'imagine qu'il n'y a plus besoin d'inférence. C'est presque automatique. La conscience mentale ou conceptuelle va réaliser, tiens, il fait froid parce qu'il y a du givre. Ouais. Mais sans vraiment raisonner, j'ai l'impression. Et ça, Mhm. après, ça peut être remis en question par des débats, j'imagine. Ah, ouais, ouais, ouais. 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 Parce que j'aimerais juste que ça arrête de me faire Tu vois ce que Oui, oui, qu'elle dit, après, on peut il se faut dire. que je gratte. Ça, j'aimerais bien que ça s'arrête, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais, idéalement, c'est d'ouvrir notre identification. C'est-à-dire, oui, il y a du givre sur ma voiture, mais j'ai une voiture. Voilà, c'est ça. Ou voilà, c'est facile à gratter aujourd'hui, ou j'ai pas quoi, ou Oui, je vais prendre l'air 3 minutes, ou ouais, j'ai pas, il faut retrouver un truc. oui, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Dans le sens où, en effet, il y a des gens qui peuvent aller au boulot, qui doivent aller au boulot, mais leur voiture marche pas. La tienne fonctionne, il y a juste à la gratter. Donc c'est déjà, Ouais. il faut relativiser en fait, grâce à le facteur mental d'identification. Ouais. Donc, en Mm. effet, on peut dire qu'une perception directe peut réaliser implicitement. Ouais, ça veut dire qu'elle réalise un objet qui ne lui apparaît pas. Ouais, ça veut dire que Mm. ici, dans la définition donnée par Kukian Jamel, je sais pas, quand c'est une réalisation explicite, l'aspect de l'objet apparaît à la conscience qui le réalise, et quand c'est explicite. Mais quand c'est implicite, l'objet est réalisé sans être appréhendé, on pourrait dire. Ouais. Mm. C'est pour ça que dans le texte sur les écoles philosophiques qu'on a étudié à Tibet House avec Venerable Gandalul, le texte de Kensho Jime Wangpo, il y a une mention dans le Sutra Antika à un moment donné, quand il parle des voies, il dit qu'un arya, le non-soi réalisé par la perception yogique d'un arya, n'est pas son objet du mode d'appréhension. Ouais, parce que l'objet du mode d'appréhension doit être appréhendé. Or, le non-soi ne peut pas être appréhendé par une perception directe parce qu'il est permanent. Il ne peut pas apparaître à une perception directe. Et il y a un commentaire de ce texte-là qui n'existe qu'en tibétain. C'est le Tsigel Torbu. Et lui, il donne la définition d'un objet du mode d'appréhension. Ouais, il dit Lo dun tungi jital suwatar drupetchu. Il dit c'est un phénomène qui est établi exactement tel que l'appréhende la cognition factuellement concordante. Ouais, il dit Zintangi Yul Gitseni, donc la définition de l'objet du mode d'appréhension. Donc la définition de l'objet du mode d'appréhension c'est un phénomène qui doit être établi exactement tel que l'appréhende la conscience factuellement concordante, la cognition factuellement concordante. Ouais, donc elle doit l'appréhender. Mm. Ouais. Et donc pour l'appréhender, il faut qu'il lui apparaisse. C'est ça que ça veut dire. Ouais, donc le non-soi, par la perception directe yogique, on peut dire est réalisé par cette perception directe yogique, ou certains diront au moyen de cette perception directe yogique, mais ne lui apparaît pas. Donc il est réalisé implicitement. Mm. Ouais, ça joue. Excellent. Super. Très bien, très bien, très bien. Et donc là, oui, on avait dit, ok, là c'était par rapport à la cognition conceptuelle qui appréhende un pot et la cognition conceptuelle qui réalise pot. Ouais, c'est ça qu'on avait vu. On avait vu que si par exemple, si par exemple je vous dis ma tasse est une non-non-tasse, ouais, le sujet ma tasse est une non-non-tasse parce que c'est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse, vous allez réaliser Mhm. conceptuellement que ma tasse est une non-non-tasse. Ouais, et donc, Oui. ça, vous le conceptualisez. Et donc, vous allez Mm. réaliser, en fait, implicitement que ma tasse est une tasse. Mm. Puisqu'être Mais on une ne connaît non. pas la couleur parce qu'on l'a pas vue. Voilà. Hein? Et on ne connaît pas la couleur parce qu'on l'a pas vue, mais on a juste le concept de tasse dans la tête. Mais on ne l'a pas vu, on ne connaît pas la couleur ni la forme exacte. Oui, exactement. Ouais, ouais. Tout ça, c'est mis de côté. Ouais, c'est ce qu'on verra la suite du texte quand il va parler des cognitions qui s'engagent par exclusion. Donc, en effet, la couleur, la taille, la dimension, etc. Tout ça, c'est mis de côté. Mais en effet, notre conscience conceptuelle, si on dit le sujet, la tasse, est une non-non-tasse, car c'est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse, la conscience conceptuelle va réaliser que la tasse est une tasse, mais elle ne va pas appréhender cela. Elle va appréhender que la tasse est une non-non-tasse. Mm. 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 Ouais, parce qu'on a le concept, la généralité de sens non-non-tasse. Mais que réalise cette conscience conceptuelle quand elle pense non-non-tasse? Elle réalise tasse. Mm. Mais elle réalise tasse implicitement, ouais. Mm. Pour réaliser tasse explicitement, il faut qu'il y ait la généralité de sens tasse. Ouais, c'est ce que dira dans le même texte sur l'oric, Kunkian Jamyang Shepa, il dira que pour les consciences conceptuelles, ce qui fait office d'aspect
sera la généralité de sens. Mhm. Ça, c'est vachement important. Ouais, ça Par veut dire exemple, que ce qui fait office d'aspect de l'objet, c'est la généralité de sens. Ouais, Oui. par exemple, on te dit penser à tasse. voilà. D'accord. Si tu penses à tasse, là, tu as la généralité de sens tasse, et donc ta conscience conceptuelle appréhende tasse. Mhm. Mhm. Et elle réalise non non tasse, mais elle ne l'appréhende pas. Ouais, Mhm. Oui, bravo. oui. Ouais. Excellent, donc c'est ce que dit le texte. Il dit la généralité de sens de peau doit apparaître à toute cognition conceptuelle qui appréhende peau, mais pas nécessairement à une cognition conceptuelle qui réalise peau. Ouais, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Par exemple, une pensée qui appréhende un pot est à la fois une cognition conceptuelle qui appréhende pot et une cognition conceptuelle qui réalise pot. Là, on pourrait débattre. On pourrait débattre. Si on dit une pensée qui appréhende pot, ça peut être une cognition fausse. Si par Oui. exemple, on voit sur un écran l'image d'un pot, on dit tiens, ça c'est un pot. Non, c'est l'image d'un pot. Ouais, Ouais. notre conscience conceptuelle pourrait être une cognition fausse. Donc c'est pas parce qu'on pense pot qu'on le réalise. Mais si on pense pot alors qu'il y a bien un pot, on pourrait dire une pensée factuellement concordante. On pourrait rajouter ça. Une pensée factuellement concordante qui appréhende un pot est à la fois une cognition conceptuelle qui appréhende pot et une cognition conceptuelle qui réalise pot. Mais on pourrait là aussi débattre, on pourrait dire mais une supposition correcte. Elle appréhende pot, elle conceptualise pot, mais est-ce qu'elle le réalise? Non. Non, Mhm. exactement. Donc là aussi on pourrait débattre, on pourrait dire une cognition inférentielle qui pense à pot, là oui, elle est obligée de le réaliser. Là c'est infaillible. Ok. Donc si on disait Mhm. une cognition inférentielle qui appréhende un pot est à la fois une cognition conceptuelle qui appréhende pot et une cognition conceptuelle qui réalise pot, oui. Là oui. Là c'est on peut plus prêter le flanc des débats. Ensuite en deuxième, une cognition conceptuelle qui appréhende l'opposé de non pot. Ouais, donc on pourrait dire une cognition inférentielle. Une cognition inférentielle qui appréhende l'opposé de non pot, réalise le pot, mais ne l'appréhende pas. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire, ouais. Ouais, ça joue. Quand on dit l'opposé de non pot, ça veut dire pot, tout simplement. Très bien. Cela est dû au fait que la généralité de sens de pot n'apparaît pas à une telle cognition, tandis que la généralité de sens opposée de non pot, c'est ça qui lui apparaît. Pourtant, cette cognition réalise pot. Ouais, si on dit bah ça c'est un non non pot, en effet, explicitement on réalise non non pot, mais implicitement on réalise que c'est un pot. Ouais, ça joue. Mhm. Oui, non. Bravo. Moi, ça m'intéresse beaucoup dans tout ce qui est KI et tout ça, parce que là, on Ce se qui fait est, complètement. tout ce qui est quoi? Intelligence, intelligence artificielle. Ok, oui, IA, bah, j'ai dit, enfin bref, des intelligences artificielles, parce que tu vois un truc, tu réalises un truc, et c'est complètement faux. Parce que tu te fais complètement avoir dans ce truc-là, quoi. Et en fait, tu perds complètement le sens de la réalité, comme ça, on t'embrouille avec ça, en fait. ouais. Parce qu'on te fait réaliser des trucs qui sont complètement faux, quoi. Ouais, dans ce cas-là, tu peux pas vraiment dire que tu les réalises si c'est faux. Ouais, si c'est des conditions Voilà, fausses. c'est là l'idée, mais on a Ouais, l'impression de les avoir réalisés, alors que c'est faux, c'est de là qu'on ouais. s'embrouille, quoi. Exactement, tout à fait. Et ça peut être très, très, comment dire, très réaliste, hein. Il y a des trucs, par Oui, oui. exemple, il y a eu des images du pape, l'ancien pape qui avait une doudoune qui coûtait très cher, alors qu'en fait, c'était pas vrai. Et des trucs comme ça, ouais. C'est pas, c'est des technos, c'est pas forcément l'intelligence artificielle telle qu'ils veulent la développer, puisque j'ai vu que pour développer, par exemple, une intelligence artificielle, il y avait des gens dans des pays qui regardent sans arrêt des ordinateurs avec, par exemple, des images, des choses comme ça, et ils disent c'est bon, c'est pas bon, etc. Donc, derrière, il y a des gens qui valident ou pas Mm, données. Après, on peut détourner ces données, et c'est un oui. autre problème. Et l'histoire du pape, c'est une fake news. Il y a un but différent, en fait. Mm, Mais au départ, oui, en fait, c'est comme s'ils entraînaient l'ordinateur à reconnaître, enfin, l'ordinateur, oui, c'est tout à fait ça. à reconnaître un certain nombre de choses. Donc l'objectif, c'est qu'il soit le plus en plus valide. Et Oui, tendre vers ça. On se Mhm. trompe. c'est tout à Après, les fake news, c'est une oui. volonté de tromper les gens, c'est tout, dans un but pas forcément top. Ouais. C'est pour ça que, en fait, en réalité, je sais pas comment c'est traduit en allemand, mais en réalité, ça devrait pas être intelligence artificielle, parce que intelligence en anglais, ça veut dire information, comme dans CIA. Ouais, Central Intelligence Agency.
Ouais, c'est pour l'information, c'est pour recueillir de l'information, intelligence. Mais nous, en français, on a traduit intelligence, qui n'est pas du tout conforme à la notion Hm. originale en anglais. Je sais pas comment c'est traduit en allemand. En Allemagne, c'est künstliche Intelligenz, donc c'est exactement pareil. Donc l'intelligence artificielle, c'est la traduction du français Ouais, et pas de l'anglais. Donc c'est une erreur aussi, de en fait. l'anglais. C'est pour ça Voilà. que, en effet, c'est un recueil d'informations, c'est apprendre un ordinateur à recueillir un certain type d'information qui soit la Mhm. plus juste possible. Exactement comme quand on fait avec un apprentissage conceptuel, hein. Quand on apprend, par exemple, imaginons qu'on parle de vacuité, quand on dit non-soi, vacuité, qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde, par exemple, selflessness en anglais, ça veut dire abnégation, ça veut dire altruisme. Ouais, Mhm. certains textes traduits par l'intelligence artificielle justement. Par exemple, moi j'utilise beaucoup Google Translate, etc. pour quand je dois retraduire un texte en anglais, parce que c'est plus facile. Il n'y a pas tout à retaper. Et donc Oui, oui, oui. parfois il faut former à nouveau ce traducteur automatique et lui donner le bon mot, parce que sinon il traduit selflessness par altruisme, ce qui est totalement incorrect. Ouais, donc c'est comme quand on, oui, en effet, quand on apprend, quand on, par exemple, ce que c'est que la vacuité, ce que c'est que le non-soi, etc., on recueille de l'information, on sélectionne cette information, on la raffine jusqu'à ce que le concept soit de plus en plus conforme à la réalité. Eh ben, l'intelligence artificielle, telle qu'elle est malheureusement traduite, en fait, l'information artificielle, c'est un petit peu ça. C'est justement sélectionner ce qui est de plus en plus conforme au contenu informatif et mettre de côté ce qui n'est pas conforme avec ça. Mais il y a tellement d'erreurs que c'est totalement, ça demande encore un apprentissage. Il faut apprendre à la machine encore, encore et encore à être de plus en plus conforme au réel. Mais comme l'être humain peut faire des erreurs aussi, Ja. C'est pas la machine qui traite les informations, c'est mm, derrière cette intelligence artificielle. Il y a un reportage sur Arte qui est très bien fait sur des pays, je ne sais plus quel pays, où ils sont payés 3 francs 6 sous. Ils sont oui, devant l'ordinateur et ils voient des choses. En fait, ce sont des gens derrière oui, tout qui, à fait. qui interviennent Oui. et qui donnent les informations à la machine. La machine, elle n'est pas intelligente du tout. C'est Oui, oui, simplement oui. euh, Hm. enfin, Elle Ils recueille. génèrent les algorithmes, ouais. Les voilà. Oui, oui, tout algorithmes à fait. qui. Ouais, ouais, Et, ouais. et plus les gens seront compétents parce que, ouais, on va dire qu'ils sont bouddhistes, donc plus ils auront des conceptions, plus leur traduction, leur vision sera juste, moins ils seront performants, plus ce sera global et formé en fait. Oui, tout à fait, exactement. Oui, je crois qu'il y avait une émission aussi sur Cash Investigation par rapport à ça. Oui, des gens qui sont payés vraiment presque rien et qui passent toute la journée sur l'ordinateur pour cliquer sur des trucs, pour pour donner, remplir l'information en fait, tout simplement. Ouais. Ouais, Hm. par rapport à ça, la conscience conceptuelle, donc on verra dans les pages qui suivent, justement la conscience, la cognition qui s'engage par exclusion. C'est là où on verra à quel point c'est pertinent. Ouais, tout à fait. Excellent! Très bien. Et donc là, on était par rapport à quatre possibilités. Ouais, quatre possibilités entre une cognition conceptuelle qui appréhende quelque chose et une cognition conceptuelle qui réalise quelque chose. Ouais, appréhender, réaliser, il y a quatre possibilités. Et donc, celle où il y a les deux, bah, c'est une cognition inférentielle qui pense à Poe. Elle réalise Poe et elle l'appréhende. Ouais. Une Hm. cognition inférentielle qui réalise non Poe, elle réalise Poe, mais elle ne l'appréhende pas. Ouais. Et ensuite, le point 3, c'est une supposition correcte. Une supposition correcte qui appréhende un Poe est un exemple de cognition qui appréhende le Poe, une cognition conceptuelle, qui appréhende le Poe, mais ne le réalise pas. Parce que comme on a dit, une supposition correcte, elle ne réalise pas son objet. Ouais. Ok, très bien. Puisque les suppositions correctes ne réalisent pas leurs objets. Ensuite, le 4, c'est une cognition conceptuelle qui appréhende un pilier. C'est tout simple. Une cognition conceptuelle qui appréhende pilier, ni elle ne réalise pas, ni elle ne l'appréhende. Une C'est position facile. Oui, exactement. Ou on pourrait dire, à la rigueur, ça pourrait être même une cognition valide qui réalise l'impermanence du pilier. Elle n'a rien à voir avec une cognition inférentielle sur le pot. Ouais. Même si cette cognition inférentielle est valide au regard du pilier, elle va pas réaliser pot. Donc c'est l'exemple d'une cognition qui ne réalise pas pot. Mais on pourrait prendre une cognition fausse. Une cognition fausse, par exemple, une cognition fausse n'importe laquelle, hein, qui saisit le soi de la personne, n'est ni une cognition qui réalise pot, ni une cognition qui appréhende pot. À moins Hm. d'imaginer que la personne serait un pot. Ok.
Il y a des potiches. Potiche. Exactement. Eh ben c'est super, c'est facile ça, non? Mm. Par rapport à mental et cognition mentale, c'est quand même plus facile. Comme quoi tout est relatif. Ok, et donc la page d'après. Il existe aussi quatre possibilités entre une perception directe qui se rapporte, ouais, une perception directe relative à un phénomène et une cognition valide directe qui se rapporte à un phénomène. Ça c'est facile, ça on l'a fait normalement plein de fois. Une Ça, c'est quoi? perception directe, la perception directe d'un phénomène et la cognition valide directe qui se rapporte à un phénomène. Euh, Normalement, entre perception directe et cognition valide, c'est facile, non? Il y a combien de possibilités? En général, si on se pose la question. Entre cognition valide et perception directe? Une perception est une cognition, mais une cognition n'est pas forcément une perception si on met les facteurs mentaux, c'est ça? Oui, oui, Donc, exactement. ça- Et si on dit cognition valide, est-ce qu'une cognition valide est nécessairement une perception directe? non, une perception, Non. une Cognition cognition valide. valide est nécessairement une perception directe? Non, puisque la yogique, elle est mentale, en fait. Elle est directe, Oui, mais ouais. la faculté est mentale, non? Ah, Oui, oui. Alors ici, si on compare perception directe et cognition valide. Ouais, perception directe et cognition valide. C'est un autre débat qu'est-ce qu'il y a marqué dans le texte, hein. Perception directe et cognition valide. bah, Perception directe et conditions valides, mais bah, il y a c'est quatre possibilités. Est-ce qu'une Par exemple, attends, une perception directe, elle est forcément valide? Donc il y a trois possibilités, c'est ça? une perception directe est forcément valide. Par exemple, une cognition inattentive. Est-ce que c'est Oui, une ben non, perception? du coup, c'est pas. Non, 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 c'est pas forcément valide. Ouais. Bah, donc il y a quatre. Donc il y a quatre. Ok, donc ce qui est les deux, une perception directe et une cognition valide, bah c'est une cognition valide directe. Ouais, ok. Très bien. Maintenant, une perception directe qui n'est pas une cognition valide, c'est facile. Une cognition inattentive. Attendez, oui, je viens de le Ouais. dire. Ok, une cognition valide qui n'est pas une perception directe, c'est facile. C'est c'est que j'ai un inférentiel. différentiel, ouais. Voilà, bravo, une inférentielle, c'est une cognition valide, mais c'est pas une perception directe. Est-ce qu'il n'est ni l'un ni l'autre? Bah, une cognition fausse. Ouais. Ok, Oui. donc là, si on compare On perception peut mettre directe, le doute aussi de là-dedans, oui. oui, tout à Oui. fait. Ah, ok. On peut mettre le doute C'est et ce que j'ai remis, mais bon, là, ok. on peut mettre la cognition subséquente conceptuelle, etc., Mm. etc. Ouais. Très Ok. bien, très bien, très bien. Et donc, en effet, on a quatre possibilités entre perception directe et cognition valide. Maintenant, si ici le texte c'est quatre possibilités entre une perception directe relative à un phénomène et une cognition valide directe relative à un phénomène. Ça veut dire quoi ici, relatif à un phénomène, en fait? Ouais, ça veut dire que c'est peut-être plus clair en tibétain. Hmm, En tibétain, on dit che delang nonsun da. Che delang nonsun tsemani mushi. Ok, tsemani la mushi. Donc il dit, ouais, oui, une perception directe de tel phénomène et une cognition valide directe de tel phénomène. Donc je sais pas si c'est plus clair, mais Donc, normalement le qui se commentaire. rapporte à un phénomène, Ouais, et c'est donc pas le sens général, c'est pas la généralité, c'est ça, en fait, la différence. C'est ça ouais. qu'il veut mettre. C'est pas pour distinguer ça de la généralité de sens. Parce que je pense Alors, oui, c'est pour faire ici, la distinction entre les deux. ouais, C'est ici, pour il y ça a, qu'ils disent relatif, parce que ça se réfère à quelque chose, alors généralité des sens se réfère, c'est un truc plus général, c'est ça? C'est comme ça que oui, je on le vois. pourrait dire que dans ce cas-là, il n'y a nécessairement pas de généralité de sens. Ouais. Si c'est une Voilà, c'est ça. perception directe valide ou une cognition valide ou une Ok. perception directe, ouais, c'est nécessairement dénué de généralité de sens. Mais je pense que c'est au regard de, justement, par rapport à la réalisation implicite. Ouais, Ah, c'est surtout ok. de ça qu'il s'agit. Ouais, c'est ce qu'on va voir normalement. Éviter l'implicite. Alors, exclure l'implicite. Ok. Hmm. Normalement, le texte, c'est assez clair, le commentaire de la Rinpoche. Il dit le premier, ouais, le premier moment d'une cognition valide directe qui réalise l'impermanence du son est à la fois une cognition directe valide,
Ouais, en général, on dit plutôt cognition valide directe, mais c'est pas grave. Une cognition valide directe et une perception directe qui se rapporte à l'impermanence du son. Ça veut dire que non seulement ouais, la cognition valide directe qui réalise directement l'impermanence du son, c'est une perception directe de l'impermanence du son, et c'est une cognition valide directe de l'impermanence du son. Voilà, c'est les deux. Ouais. Ok, parce elle appréhende cette impermanence. Ouais. Ok. Très bien. Donc là, ici, qui réalise directement l'impermanence du son, c'est nécessairement quel type de perception directe? Qui Attends, réalise... j'étais encore sur le truc d'avant. Tu peux me Et redire la question? C'était quoi la question? Ouais, on a différents types de perception directe, ouais. c'est la Il y en a yogique. combien? Oui, là, c'est la yogique. Il n'y a que la yogique qui réalise directement l'impermanence subtile du son, ouais. Oui. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est une perception directe yogique qui réalise directement l'impermanence du son. Donc non seulement elle la réalise, mais en plus l'impermanence lui apparaît. Ouais, donc c'est une perception directe au regard de l'impermanence, et c'est aussi une réalisation directe au regard de l'impermanence. C'est les deux. Ouais, c'est A Mhm. et B. Normalement, c'est assez clair dans le commentaire. Il dit ensuite le premier moment d'une perception directe yogique qui Comment réalise directement le non-soi d'une personne est une cognition valide directe qui se rapporte au non-soi de la personne, mais pas une perception directe au regard du non-soi. Ouais, c'est exactement cette distinction explicite-implicite. Parce que Mhm. c'est une absence. Mais comment on peut apercevoir l'impermanence quand on est yogique? J'ai du mal à... Comment ils perçoivent ça, enfin? Ouais. Bah, ils vont percevoir un phénomène impermanent, n'importe lequel, les agrégats, la personne, etc. Et ils vont réaliser en plus le changement très rapide, le changement instantané de ce phénomène qu'ils vont réaliser directement. Mais ça reste conceptuel parce qu'il ne voit pas que le machin se décompose devant tes yeux. C'est ça, en fait. Si c'est yogique, c'est nécessairement pas conceptuel, si c'est yogique. Donc, du coup, il voit un truc qui se décompose constamment. Oui, très rapidement, c'est Ah, et je magnifique ça, prends non? le stylo, il se décompose devant leurs yeux, en gros. Ouais, ouais, pas les yeux, mais la conscience mentale. Ah, Ouais, ça reste mental. Alors c'est mental, mais pas conceptuel, parce que la perception yogique n'est nécessairement pas sensorielle et n'est nécessairement pas conceptuelle. La perception yogique, perception directe yogique, c'est tout l'intérêt justement de ce qu'on étudie là, c'est de générer dans notre continuum une perception yogique, ouais, du non-soi, de la vacuité, etc., pour obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc pour obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, on doit nécessairement générer des perceptions directes yogiques. Ces perceptions directes yogiques ne sont nécessairement pas sensorielles. Et vu que ce sont des perceptions directes, elles ne sont nécessairement pas conceptuelles. C'est-à-dire qu'il faut au bout d'un moment aller au-delà du concept. Mais tant qu'on n'y arrive pas, il faut utiliser le concept. Mais du coup, je veux dire, on a conscience quand même qu'un stylo comme ça dure pas éternellement. C'est Oui, ça, ou ça mais bloque chez moi. là, Toi, tout le monde sait qu'un truc va tomber ou un truc ça va être ouais, détruit mais ou je sais pas comment. Mais tout le monde, c'est- ça c'est l'impermanence c'est- grossière. voilà. Et L'impermanence donc là, grossière, pourquoi est-ce qu'elle est qualifiée de grossière? Parce que, comme tu le dis, justement, tout le monde peut s'en rendre compte. c'est ça, C'est c'est pour ça ça. qu'elle est Et qualifiée là, de grossière. Mais quand on parle de l'impermanence subtile, oui. c'est plus du tout la même chose. Ouais, l'impermanence grossière, c'est, tiens, le vent pousse la fenêtre fait tomber la tasse se casse. Ou je Hum, meurs. Ça, c'est hum, l'impermanence grossière. Ça, tout le monde peut oui. s'en rendre compte, c'est facile. Mais l'impermanence subtile, c'est le changement instantané et très rapide des molécules, des particules, de l'ensemble du phénomène impermanent. Et ça, il n'y a qu'une perception directe yogique qui peut le réaliser directement, non? Ou des physiciens qui font des calculs sur les molécules, machin, qui observent des trucs, je sais pas. Ouais, mais si c'est des calculs, est-ce que c'est conceptuel ou pas? Mais ça reste conceptuel. Eh ouais. On peut imaginer que c'est comme quand tu décomposes un film, c'est des images en fait. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a un appareil. Et en fait, eux, c'est comme si euh, ils percevaient cette décomposition au fur et à mesure en fait. Et je Oui, c'est tout à fait le, ça. le dessin animé, par exemple, ces différentes images, et eux, bah, chaque chose, ils le voient, tac, 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 et Ouais. ainsi.
Par exemple, quand nous on voit un ruisseau, par exemple à Luce, il y a plein de ruisseaux hein, qui passent entre les collines, etc. Dès que tu vois le ruisseau qui coule, tu vois nécessairement le changement de l'eau. Et là, c'est encore le changement grossier. Mais pour un Arya qui réalise l'impermanence subtile, il va voir, même si l'eau elle est statique dans un verre d'eau, il va continuer à avoir le changement continu et très rapide de ces molécules d'eau, Et non? l'évaporation et tout ça, quoi. Et tout ça, Ok. exactement. Donc ça, c'est yogique, ça veut dire que ça nécessite que la personne elle se soit entraînée pendant longtemps à développer shamatha, vipassana, l'union des deux, et ensuite cette personne a une réalisation directe yogique de ça. Donc c'est la conscience mentale qui réalise ça, mais elle est non conceptuelle si c'est une perception yogique, ouais. D'accord. Ok. Ça nécessite vraiment, c'est comme si la personne était capable de zoomer dans le changement instantané des phénomènes impermanents. C'est incroyable ça. Ouais. Ok, c'est magnifique. Oui, J'imagine bah, que ça ça doit m'était être pas très, ça. c'est très Honnêtement, ça m'était difficile. C'est très difficile, mais en même temps, vu que tout le boulot d'un bouddhiste, c'est d'arriver à la cognition valide par excellence qu'est l'éveil, il faut que, avant même d'arriver à cette cognition valide par excellence qu'est l'éveil, que cette personne développe de plus en plus de cognitions valides. Et donc des cognitions valides qui sont en accord avec des réalités même plus grossières, telles que l'impermanence subtile, qui est quand même plus grossière que la vacuité. Ouais. Et donc ça veut dire que la personne doit arriver à des cognitions valides de plus en plus développées, de plus en plus nombreuses de la réalité telle qu'elle est, parce que c'est ça un Bouddha, c'est quelqu'un qui s'est réveillé du sommeil de l'ignorance et donc qui réalise la réalité telle qu'elle est. Mais avant d'arriver à cela, on doit nécessairement arriver vers des cognitions valides qui ne sont pas encore finales, mais qui sont nécessairement en accord avec la réalité. Donc une cognition valide de l'impermanence subtile, si elle est inférentielle, c'est bien, mais elle reste encore conceptuelle. Donc c'est pour ça qu'il faut Hmm. dépasser le concept et arriver à une perception directe. C'est tout le boulot des bouddhistes, non? Ouais, on n'est pas fini, hein, on n'a même pas commencé, je dirais. Et exactement, ça veut dire qu'avant d'en avoir une perception directe, on est obligé de passer par une cognition inférentielle. On doit réaliser, se poser la question, se dire mais que veut dire l'impermanence subtile? Ouais, ça veut dire que au moment d'un instant infinitésimal, quand un phénomène est produit, au cours de cet instant infinitésimal, il aura déjà changé. Je trouve que quelque part, si on focalise là-dessus, ça peut être complètement déprimant, quoi. Parce que quand j'ai un beau bouquet de fleurs, je vais pas penser tout de suite à ce que je vais le jeter à la poubelle parce qu'il est fini, quoi. Tu vois, c'est un côté un peu Ouais, ambigu parce que tu peux partir dans la dépression avec ça, quoi. ça pourrait, mais ça Ouais, peut aussi, c'est dangereux quelque part pour le mental aussi de ça peut éviter la dépression parce que ça peut être tout le aussi. contraire, par exemple. Dès l'instant où on achète des bananes, ou on achète des fleurs, etc., on sait que c'est périssable. On le sait d'emblée. Mm. On sait que ça va pas durer longtemps. On sait qu'il faut manger les bananes assez rapidement, sinon elles vont noircir, etc. On sait que les fleurs vont pas durer très longtemps, etc. Donc c'est très très intéressant pour éviter l'attachement. Parce que Mm. dans un texte sur le Guru Yoga en 6 sessions, il y a Serme Kensur Losang Tarche Rinpoche qui parle des 3 démons qu'on a. Il dit il y a 3 démons qui nous empêchent de réaliser la libération et l'éveil. Le premier démon, c'est la saisie de permanence. Ouais, la saisie de permanence nous empêche de cultiver le renoncement. Mm. Et donc plus on pense à l'impermanence, plus on va se dire, ok, oui, cette vie est importante, mais alors c'est que dalle par rapport à ce qui va venir après. Mm. Et donc ça va nous permettre de nous détacher par rapport à cette seule existence, et ça va nous permettre de cultiver le renoncement. Et donc ça c'est magnifique parce que bah, il n'y a pas besoin d'être un ermite dans une grotte pour cultiver le renoncement, il n'y a pas besoin d'être moine pour cultiver le renoncement, il suffit de méditer sur l'impermanence. Mm. Ça, c'est très très important. Et donc ça élimine ce premier démon qui est la saisie de permanence. Puis après, il y a le démon qui est la saisie du soi, et puis la saisie égocentrique qui empêche la bodhicitta, etc. Mais le premier de nos démons qui nous empêche d'entrer dans les étapes du lamrim, c'est la saisie de permanence. Et donc si on pense, bah oui, cette existence, oui, elle est très importante en effet, hein, c'est ce qui nous permet de préparer la suite, mais c'est vraiment que dalle, c'est un battement de cils pour un elfe dans le Seigneur des Anneaux. C'est juste un battement de cils, c'est vraiment que dalle. Et donc, on permet de se détacher de plein de choses. Oui, de profiter des gens tant qu'ils sont là, de profiter de ce qu'on a tant Mm. qu'on est là, de nos bouquins, de notre précieuse existence humaine. Mais ça va très très vite passer. Et donc, ça évite d'être obsédé par cette Oui, oui, seule bien sûr, bien existence. sûr, bien sûr, oui, 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 oui.
Oui, mais non, mais je veux dire, il faut que ça soit cadré avec la bodhicitta et d'autres idées, parce que si tu n'as que ça en tête, tu te focalises là-dessus, voilà. Mais Ça en peut jamais bien. général, il est fortement déconseillé aux personnes matérialistes de méditer sur l'impermanence. Parce que si on médite sur l'impermanence et la mort, et qu'on est matérialiste, eh ben, ça va engendrer une dépression, une forme de peur Mhm. horrible. Se dire, oh, on va tous crever, etc. Il n'y a plus rien après, je vais m'anéantir dans le néant et tout. C'est horrible. Ouais, en Mhm. effet. Donc c'est pour ça que là, on parle dans un contexte bouddhiste, et donc dans un contexte particulier. Mais même là, on pourrait dire oui, en général, méditer sur l'impermanence. Alors ça peut être très utile, même si on n'est pas bouddhiste, hein, si on se dit ok, on a une nouvelle voiture, on a un nouveau téléphone, un nouveau bouquet de fleurs, etc. Si on sait que ça va pas durer de toute façon, ça évite quand même un certain attachement obsessionnel. Ouais. Mhm. Mais après, est-ce que ça va vers la dépression? Peut-être si la personne après se dit ah oui, même moi, je vais pas durer. Et donc dans ce cas-là, ça peut être dangereux, ouais, si la personne est Mhm. matérielle. Ouais. Très Oh. bien. Donc en effet, on pourrait dire la perception directe yogique qui réalise le non-soi de la personne, elle le réalise, mais elle ne l'appréhende pas. Ouais. Mhm. Donc c'est pourquoi le non-soi de la personne, comme on disait tout à l'heure, n'est pas l'objet du mode d'appréhension de cette cognition valide directe. Ouais, donc c'est une cognition valide directe au regard du non-soi, mais c'est pas une perception directe au regard du non-soi. Dans le sens où, comme le dit Kensho Jime Wampo, le non-soi ne sera pas son objet du mode d'appréhension, parce que le non-soi ne sera pas appréhendé par cette perception directe, vu qu'il ne peut pas apparaître à une perception directe, vu qu'il est permanent. Ouais. Et Donc, du coup, le fait que n'existe pas, on ne peut pas l'appréhender, en gros, c'est ça? En fait, non. Si, si le Oui. non-soi n'existait pas, si le non-soi n'existait pas, à ce moment-là, le soi existerait. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le non-soi existe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soi. Oui, voilà. Ouais, par exemple, dans ma chambre, il n'y a pas d'éléphant. Il n'y a pas d'éléphant adulte dans ma chambre. Ouais. Et donc, vu qu'il n'y a pas d'éléphant adulte dans ma chambre, il y a bien l'absence d'éléphant dans ma chambre. Mhm. Ouais. Donc là, c'est pareil par rapport au soi et au non-soi. Vu qu'il n'y a pas de soi autosuffisant substantiel de la personne, eh ben, il y a son absence. Son absence existe. Donc le non-soi existe. Mais comme le non-soi est une simple absence, est une négation non affirmative, il est permanent. Comme il est permanent, il ne peut pas apparaître perception directe. Qu'est-ce qui peut apparaître perception directe? Ben, c'est l'absence. non, 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 justement, les perceptions directes, elles voient réellement ce qui se passe. C'est l'objet d'apparent, il existe aux perceptions directes. Il est Oui, et qu'est-ce que c'est parmi les phénomènes, les objets apparents des perceptions directes? un phénomène Les, composé. les impermanents, exactement. Il n'y a que les impermanents qui peuvent apparaître perception Ah oui, directe. ok, dans ce sens-là, oui, ok. Ouais. Or, le non-soi est permanent. Et donc, comme il est permanent, il ne peut pas apparaître à une perception directe, même yogique. Ouais. D'accord, ok, c'est... Oui, ok. Donc ça c'est pour les Sautrantika, parce que les écoles mahayanistes, Chittamatra, Madhyamaka, vont dire que la vacuité apparaît à la perception directe yogique. D'accord. Mais ici, comme on est chez les Sautrantika, qu'ils ont cette règle d'or écrite en lettres de feu sur la voûte céleste turquoise, ils vont dire si c'est permanent, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, si c'est impermanent, c'est l'objet apparent d'une perception directe. Et ça, ils vont pas en démordre. Et donc, comme ils sont obligés de ne pas en démordre, ils sont obligés de dire que la perception directe yogique ne réalise pas, réalise le non-soi, mais ne l'appréhende pas. D'accord. Oui, Ouais. ça c'est pour les autres indiens, parce que là j'étais largué. Oui, oui, ok, ok. Parce que pour les Mahayanis, pour les Chittamatrins, les Madhyamika, ils vont dire si, la vacuité apparaît à une perception directe Oui, yogique. oui, oui, ok, c'est pour ça que j'étais. Oui, ok. Très bien, excellent. Ok. Et ensuite, le second moment d'une perception directe, qui réalise l'impermanence du son, donc d'une perception directe yogique, bien sûr, qui réalise l'impermanence du son, faudrait peut-être le même entre crochets yogique, comme ça on est sûr, est une perception directe qui se rapporte à l'impermanence du son, mais n'est pas une cognition valide directe qui se rapporte à cette impermanence du son. Pourquoi? Parce que c'est le second moment. Il n'y a que le premier Parce moment. que c'est le second moment. Exactement, parce que c'est une cognition subséquente. Et là encore, pour les Sautrantika, si c'est une cognition subséquente, c'est nécessairement pas une cognition valide. Au contraire, des Prasangika. Oui. Les Prasangika diront une cognition subséquente, c'est toujours une cognition valide. Mm, Ouais. mm. Ok, et en quatrième, une cognition inférentielle qui réalise l'impermanence du son n'est ni une perception directe, ni une cognition valide, directe, relative à l'impermanence du son. Ouais, pourquoi?
Parce qu'elle est conceptuelle, elle peut pas être directe si elle est conceptuelle. Exactement. Parce qu'elle est conceptuelle, une cognition inférentielle est conceptuelle, donc c'est nécessairement pas une perception directe, et donc c'est nécessairement pas une perception valide, une cognition valide directe. Ouais. Très bien, magnifique. Donc là aussi, ça changerait pour les prasangika. Les prasangika peuvent très bien accepter des euh, perceptions directes conceptuelles. Ouais. Par exemple, la personne qui est sur la voie de préparation et qui a médité sur l'impermanence subtile, etc., même si cette personne a une généralité de sens de l'impermanence subtile, pour les prasangika, ça va être considéré comme étant une perception directe, conceptuelle. Pourquoi? Parce que pour eux, la définition de perception directe, c'est une cognition libre d'un raisonnement. C'est plus une cognition libre de conceptualisation, c'est plus la même chose. Oui. Donc, Et, c'est pour ça Libre de que, réalisation. Ok. et la ouais. différence entre conceptualisation et raisonnement, c'est quoi? Ça veut dire qu'un raisonnement emploie nécessairement une conceptualisation, mais Oui. dès qu'il y a un concept, c'est pas nécessairement un raisonnement. Par exemple, quand on visualise le Bouddha, c'est conceptuel, mais c'est pas un raisonnement. Mhm. On fait que visualiser. Ou quand on pense à nos chaussures, à notre tasse, etc. Si on n'a qu'un souvenir, juste le souvenir, on ne raisonne pas. On conceptualise, mais on ne raisonne pas. Hmm. Ouais. Donc On là, peut pour la comprendre quelque personne, chose par raisonnement. Ouais. oui, exactement. La personne qui est sur la voie de préparation, qui a raisonné initialement et maintenant qui a que une généralité de sens de l'impermanence ou du non-soi, pour les prasangika, ça va être une perception directe parce que c'est libre de raisonnement, mais ça reste conceptuel. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Hmm. Ok, très bien, très bien. Et on a encore du temps. Oh là là, mais c'est merveilleux. Ok. Donc pourtant c'est des trucs un peu ardus, mais vous vous en sortez super bien, c'est super cool. Donc ici c'est juste pour faire la différence entre perception directe au regard d'un phénomène, ou perception directe de tel phénomène, et cognition valide directe au regard de tel phénomène. Ouais, ça veut dire que, par exemple, la perception yogique directe qui réalise le non-soi est une cognition valide directe au regard du non-soi, mais n'est pas une perception directe à laquelle le non-soi apparaît. Hmm. Donc c'est pour ça qu'ils font cette distinction-là. Très Ok. bien, magnifique. Et ensuite, il y a quatre possibilités entre une cognition inférentielle valide, qui se rapporte à un phénomène, et une cognition conceptuelle qui se rapporte à un phénomène. Quatre possibilités. Entre quoi et quoi? Entre, entre une cognition valide inférentielle, je sais pas pourquoi où ils mettent avéré après, alors que normalement on a l'habitude de mettre avéré d'abord ou valide d'abord. Cognition valide inférentielle, qui se rapporte à un phénomène, et une cognition conceptuelle qui se rapporte à un phénomène. C'est le même principe que ce qu'on a vu avant, à la page 192. Ouais, quand on avait vu quatre possibilités entre une cognition conceptuelle qui appréhende un pot et une cognition conceptuelle qui réalise un pot. Là, c'est le même principe. Si vous avez compris ce qui est marqué sur la page 192, là, vous avez nécessairement compris la même chose. Ouais, par exemple, la cognition conceptuelle au regard d'un pot, c'est la cognition conceptuelle qui a la généralité de sens de pot. Oui. Ouais. Maintenant, si on réalise, on se dit, tiens, cet objet est un pot car c'est bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir un liquide. Dans ce cas-là, on a aussi une cognition inférentielle qui réalise pot. Ouais, et qui conceptualise pot. Ouais. Et ça Ok. veut dire que Maintenant, donc, oui. ouais, donc un jour on a compris ce que c'est un pot et puis on reconnaît un pot. C'est le fait de reconnaître quelque chose. C'est de le reconnaître et de le conceptualiser. Ouais, Ouais, reconnaître et conceptualiser. Ouais. ouais. Si on dit maintenant cet objet est un non-non-pot et l'opposé de ce qui n'est pas un pot, car c'est l'opposé de ce qui n'est pas bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau, dans ce cas-là, la cognition inférentielle va en effet réaliser que c'est un pot, mais ne va pas conceptualiser que c'est un pot. Elle va conceptualiser non-non-pot. Mm, 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 mm. C'est le même principe que ce qu'on a vu à page 192. Ouais, ça veut dire qu'une conscience conceptuelle peut réaliser, sauf que à la page 192, ils n'avaient pas mis cognition inférentielle, mais c'était presque obligatoire. Ok. Euh, ouais, presque obligatoire. On va pas dire que c'est nécessairement obligatoire parce qu'il y a des cognitions conceptuelles qui réalisent quelque chose et qui ne sont pas nécessairement inférentielles. Par exemple, un souvenir. Mhm. Ouais. Si vous avez le souvenir d'un pot,
vous avez nécessairement le souvenir d'un non-non-po. Mais, vu que vous pensez à po, vous avez la généralité de sens de po, vous réalisez non-non-po sans l'appréhender. Mhm. Ouais. Ok. Maintenant, quand on dit que votre conscience conceptuelle, par exemple, vous vous souvenez d'un pot, etc., vous avez la définition, etc., vous vous souvenez de pot, c'est une cognition subséquente, donc elle réalise son objet. Elle n'est pas inférentielle, donc ça, c'est juste ça la différence. Vous pensez à pot, vous conceptualisez pot et vous réalisez pot. Vous avez les deux. Ouais. Et donc cette conscience conceptuelle qui pense à pot et qui réalise pot, elle réalise aussi non-non-pot, mais elle ne pense pas à non-non-pot. Elle pense à pot. Ouais, donc c'est toujours le même principe. Ouais, Mhm. ça veut dire, est-ce que la généralité de sens révèle explicitement pot ou juste non-non-pot? C'est ça qui fait la différence, tout simplement, non? Redis, s'il te plaît, parce que. Redis ce que tu as dit, s'il te plaît. Ok, donc c'est ce qu'on avait vu à la page 192, ouais, quand on avait Oui, vu la généralité de sens de pot doit apparaître à toute cognition conceptuelle qui appréhende pot. Ouais, ok. Et donc, c'est-à-dire que pour appréhender pot, il faut avoir la généralité de sens de pot. oui, C'est-à-dire que si vous avez la généralité de sens non-non-pot, vous n'appréhendez pas pot, mais vous continuez de le réaliser, puisque non-non-pot égale pot. oui. Ouais, ok. Non, mais Donc parce que, ici, attends, mais dire, dans ce cas-là, tu mélanges dans ta tête pot de la généralité et ce pot-là. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient, dans ton cerveau, ça devient la même chose. oui, alors c'est ce qu'on Parce que je veux verra dire, justement après avec les cognitions qui s'engagent par exclusion. On verra qu'en effet, elles excluent les détails. Ouais. voilà, c'est ça. Quand on pense à peau, on pense pas à peau bleue, peau blanc, peau, gros pot, petit Mhm. pot, etc. Ouais, on pense juste à peau, exactement. Mais là, c'est juste par rapport euh, au fait de réaliser explicitement et implicitement. Si vous avez ça à l'esprit, c'est Ah, facile à ok. comprendre. Réaliser implicitement, ça veut dire quoi? Conceptuellement, on voit le pot. Enfin, on a une image de pot. Alors que Oui. implicitement, c'est non, non pot. Non? Voilà, on pourrait dire si on a l'image de peau, on réalise explicitement peau et implicitement on réalise non-non-peau. Ah, Ouais, donc ça veut dire que non-non-peau est réalisé mais pas appréhendé. oui. Très bien. Peau est réalisé et appréhendé. Ah, Très bien. Magnifique. Excellent. Et il y a quelque chose qui est réalisé mais qui n'est pas appréhendé, donc c'est le non-pot. Quelque chose qui est réalisé et appréhendé, bah c'est pot. Et il y a quelque chose qui peut très bien être appréhendé mais pas réalisé. Ouais, par exemple, vous avez, par exemple, vous appréhendez pot. Ok. Appréhender mais pas réaliser, ça veut dire, bah oui, c'est comme la supposition correcte. La oui. supposition correcte qui appréhende pot mais ne réalise pas pot, parce que c'est une supposition correcte. Ouais, c'est tout Mm. simple. Ok, et ni l'un ni l'autre, une conscience conceptuelle qui pense à pilier. Ni elle n'appréhende pot, ni elle ne réalise pot. Ah, Ouais, si on a compris ça, en fait, c'est facile. Dans ce cas-là, moi, je parlais d'une cognition inférentielle parce qu'il faut qu'elle réalise. C'est ça que dit la Potier. Ça veut dire qu'il faut qu'elle réalise Po. Et donc, moi, je disais une cognition inférentielle, mais ça pourrait très bien être un souvenir. Un souvenir, c'est une cognition subséquente. C'est quoi la définition d'une cognition subséquente? Le deuxième moment d'une cognition valide, non? Oui, on pourrait dire, c'est une cognition qui réalise ce qui a Valide. déjà été en réalisé. réalité. Ah, Ouais. Et donc, en effet, dans ce cas-là, on peut employer une cognition subséquente conceptuelle. Elle réalise son objet, mais elle peut ne pas l'appréhender. Ouais. Ok. Alors que là, dans la page 193 et 194, on verra qu'il parle explicitement des cognitions inférentielles. Mais c'est très similaire à ce qu'on a vu juste avant, à la page 192. On en reparlera la fois prochaine parce que ça fait peut-être un peu beaucoup pour une session. Mais essayez simplement de vous souvenir de ce que veut dire une réalisation implicite et une réalisation explicite. Une réalisation explicite, l'objet est réalisé et appréhendé. Et une réalisation implicite, il est réalisé mais pas appréhendé. C'est juste ça, la différence. Ouais? Si vous comprenez ça, le reste, ça va être facile. Ça va être tout ça. Merci ouais. beaucoup.
pour la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté Dalai Lama et pour tous les maîtres exceptionnels que nous avons dans cette existence et pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Prenez bien soin de vous et peut-être à ce soir pour la suite des débats, des révisions. Ouh là là, ça va être super. Merci beaucoup. Excellente journée, prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.